La belle-mère de Mia n'avait jamais été belle, ni même simplement jolie. Rebecca avait toujours été sèche, nerveuse, avec des pommettes saillantes, une mâchoire presque masculine et des sourcils perpétuellement froncés. Elle n'avait donc eu d'autre choix que de tolérer son mari, le père de Rick. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Maintenant, la belle-fille avait des options. Prenez Patrick, par exemple, le propriétaire d'une chaîne de salons de coiffure où Mia travaillait. Mia avait mentionné qu'il traversait un divorce, et Rebecca avait remarqué comment Mia parlait de lui, ses yeux brillant d'un éclat trop vif. Clairement, il y avait là une certaine affection, bien que discrète. Mia était une femme respectable, mais quand même, si Rick ne revenait pas à la raison, qui savait comment les choses pourraient évoluer avec Patrick, qui la traitait si spécialement et la distinguait des autres. Rebecca avait assez vécu pour savoir que les hommes et les femmes ne pouvaient pas être de simples amis. Oui, cela pouvait commencer par du soutien et de l'admiration pour le professionnalisme de l'autre, mais ensuite, tout pouvait arriver. Regardez Mia, elle était jolie, avec des cheveux clairs, un petit nez retroussé, des lèvres en forme d'arc, paraissant au moins 7 ans de moins que ses 30 ans. Dernièrement, elle avait pris un peu de poids et s'était un peu arrondie, mais cela ne rendait sa silhouette petite, soignée et séduisante que plus charmante. C'était à cela que Rebecca pensait vraiment, bien sûr. C'était égoïste de s'inquiéter de perdre son petit-fils après toutes ces années, mais si Mia quittait vraiment Rick, cela causerait bien plus de problèmes. Son fils perdrait la tête. Rick ressemblait beaucoup à sa mère, mais tandis que les traits de Rebecca étaient marqués par une apparence disgracieuse, son fils avait des cheveux presque noirs de jais, des sourcils épais, de grandes mains, une mâchoire puissante et une carrure athlétique, ce qui en faisait, sinon un bel homme, du moins un homme très intéressant. Sa taille de 1m90 était également un atout, alors que la stature de Rebecca la faisait paraître quelque peu trapue. Elle ne pouvait qu'être reconnaissante que son petit-fils Dean tienne de son père physiquement, mais soit calme et facile à vivre comme Mia. Rebecca elle-même avait autrefois été trop sûre d'elle, dure et passionnée, tout comme son fils, mais la maternité avait adouci ses traits en elle. La vie avait aussi apporté ses corrections, et si nous sommes honnêtes, c'est ce qui avait vraiment brisé les choses. Son mari dépensait tout ce qu'il gagnait uniquement pour lui-même et jouait un rôle plutôt décoratif. Il lui rendait également la vie misérable avec ses accès de misanthropie et ses plaintes constantes, bien que, s'il le voulait, il pouvait être chaleureux et charmant. Mais avec le temps, l'amertume avait augmenté et la douceur diminué. Finalement, quand Rick n'avait que 15 ans, son mari était parti chercher le bonheur avec une femme plus jeune qui ne s'était pas encore lassée de ses excentricités. Maintenant, cela peinait Rebecca de voir son fils reproduire presque exactement la vie de famille de son père, ou plus précisément, la façon dont il tourmentait Mia de la même manière. Cependant, Mia était une femme moderne, plus séduisante, donc Rebecca ne savait pas si elle devait se sentir mal que Mia continue à endurer les horreurs créées par son mari, ou craindre que Mia ne supporte plus son traitement grossier. En tant que femme, elle sympathisait avec sa belle-fille, lui souhaitant un meilleur sort. En tant que mère d'un fils rebelle et grand-mère du petit-fils qu'elle adorait, elle voulait que Mia continue à porter ce fardeau. « Tu as trop travaillé, Dean te manque », décida Rebecca d'avoir une conversation à cœur ouvert avec sa belle-fille lors de son rare jour de congé. Mia voulut répondre avec ironie, demandant si le vrai problème était que son absence n'était remarquée que par son fils de 8 ans, mais Rick ne semblait pas du tout souffrir de son absence. Mais à quoi bon offenser et contrarier Rebecca davantage ? Ce n'était pas la faute de la belle-mère si Rick vivait un mariage de plus en plus malheureux. Rick avait autrefois été une personne superficielle, bien que charmante, mais Mia croyait que la famille le rendrait plus sérieux. Maintenant, après 10 ans de mariage, il était clair que les soi-disant efforts professionnels de Rick n'étaient qu'une couverture pour ses liaisons et son amitié avec la bouteille. Rebecca avait déjà eu un AVC après une autre tentative de raisonner Rick, et maintenant ses jambes étaient paralysées. Elle se déplaçait en fauteuil roulant. Il n'y avait donc pas besoin d'évoquer la vraie raison de son intérêt accru pour le travail de Mia. En fait, Mia se préparait déjà à vivre seule, réalisant qu'il n'y avait rien à attendre de son mari, mais sa belle-mère dit « Rebecca, je suis une bonne professionnelle. Je ne veux pas me vanter, mais les gens prennent rendez-vous avec moi une semaine à l'avance. Ils disent que je suis la meilleure coiffeuse de la ville, alors je dois être à la hauteur. Mes collègues me jalousent déjà, ils pensent que je suis une je sais tout, attendant juste une occasion pour répandre des rumeurs selon lesquelles je ne suis pas vraiment si doué dans mon travail. Alors je continue, je suis des cours, je me tiens au courant des tendances. » Mia essaya de sourire sincèrement,
mais sa belle-mère avait une bonne intuition et elle pouvait sentir l'épuisement profond et même une pointe de désespoir dans la voix de sa belle-fille. Rebecca avait travaillé comme infirmière toute sa vie, élevant seule son fils, et avait toujours été douce, alors elle comprenait bien qu'une jeune femme séduisante ne pouvait pas se satisfaire d'une vie avec quelqu'un comme Rick. Et Patrick, ce stupide patron blond à toi, et ce petit gnome? Rebecca décida de vérifier si sa belle-fille avait développé des sentiments encore plus forts pour son patron. Mia parlait tout le temps de lui, mais maintenant elle ne disait plus un mot. Il semblait qu'elle avait remarqué le malaise de sa belle-mère. Rebecca, ce n'est pas un gnome, il est plus grand que moi, et on ne peut pas le qualifier de stupide simplement parce que, en personne décente, il a laissé l'appartement à sa femme et son enfant. Et pour une raison quelconque, nous avons juste une relation de travail. Nous avions convenu que vous n'inventeriez pas des choses qui n'existent pas. Mia rougit profondément. C'est ça, ce Patrick lui plaît encore plus maintenant. J'avais raison de m'inquiéter. Regarde comme elle est contrariée, comme si son patron était une figure sacrée, pensa Rebecca. Et pour éviter de fâcher Mia, elle décida de changer de sujet. D'accord, ne te fâche pas. Dis-moi plutôt ce qu'il y a de neuf avec Dean. Tu as dit à mon petit-fils de prendre soin de moi et maintenant il ne me dit rien. Rebecca soupira. Tout va bien, vous savez, Dean est un bon garçon. Il a quelques problèmes avec ses camarades, mais c'est parce qu'il ne supporte pas la grossièreté et l'injustice. Rien de très spécial. Mia décida de ne pas dire à sa belle-mère convalescente que Dean s'était battu avec des enfants de plusieurs années son aîné, et tout ça parce qu'il s'était moqué de son téléphone bon marché. Il l'avait traité de menteur car il avait dit que son père était un homme d'affaires et sa mère une grande coiffeuse. Il se demandait pourquoi de si merveilleux et riches parents ne lui avaient pas acheté quelque chose de plus cher. Que pouvait-elle faire? Mia faisait de son mieux. Son mari avait depuis longtemps cessé d'aider. Rebecca donnait tout l'argent de sa pension, mais ce n'était toujours pas assez, et surtout parce qu'elle le donnait à Rick. Enfin, elle ne pouvait pas vraiment dire que l'argent appartenait à sa belle-mère et qu'elle pouvait le donner à qui elle voulait. Quel adorable petit-fils j'ai. J'espère qu'il ne sera pas si colérique à l'avenir, dit Rebecca d'un air rêveur. Elle adorait Dean et le garçon aimait aussi sa grand-mère. Quand Mia pensait une fois de plus qu'un jour Rick détruirait leur famille par son mépris, ce qu'elle regrettait le plus était de devoir séparer son fils de sa grand-mère. Et qui s'occuperait d'elle et où vivrait-elle? Tant de questions et si peu de réponses. Et il y avait de nombreuses raisons de retarder le divorce. Le lendemain, Mia repensa à la conversation avec sa belle-mère et décida de parler à son mari. Rick devait rentrer de son dernier voyage d'affaires ou de sa dernière beuverie, elle ne se souciait plus vraiment de ce qu'il faisait exactement. Mia décida qu'il était temps de poser une sorte d'ultimatum. Soit il se ressaisirait et commencerait à se comporter en conséquence, soit il devrait déterminer qui s'occuperait de quoi après le divorce. Mia ne pouvait plus tout porter seule. La pensée fut interrompue par le son des carillons éoliens suspendus au-dessus de la porte du salon. Quelques jours auparavant, un couple étrange, Steven et Betty, avait pris rendez-vous. Mia avait été surprise de voir deux noms sur la liste, elle ne coiffait habituellement que les femmes, mais ils étaient venus ensemble. L'homme avait l'air d'avoir touché le fond, sinon le fond même de la vie, du moins pas loin. Il était chauve, et pas de manière soignée, des plaques de cheveux étaient visibles par endroits, clairement il s'était rasé en état d'ébriété. Steven portait un jean et un t-shirt déformé, plusieurs tailles trop grandes pour lui. Le t-shirt arborait un slogan inapproprié en anglais qui disait que Steven se fichait de ce que les autres pensaient. À côté de l'homme petit et trapu aux yeux bleus pâles et bridés se tenait une grande femme bouclée, bien soignée, aux cheveux châtain clair lui arrivant à la taille. C'était une beauté plantureuse et saisissante aux yeux marrons, ressemblant à un violon de prix, et elle murmurait doucement d'une voix aiguë et triste. Ses yeux étaient rouges et remplis de chagrin, il était clair que Betty avait pleuré récemment. Steven, en revanche, ressemblait à un tambour-major, parlant d'un ton grave, abrupt et intransigeant. « Coupez les cheveux de ma fiancée. Faites-les plus courts. » Dès qu'il dit cela, des larmes se mirent à couler des grands yeux de Betty. « Je comprends tout, l'amour est aveugle, on tombe amoureux d'un imbécile comme celui-ci, mais on ne peut pas faire de tels sacrifices par amour. C'est dommage de couper de si merveilleuses boucles épaisses et naturelles, » se dit Mia, surprise, puis elle parla à voix haute, s'adressant à eux deux. « Êtes-vous sûr de cette décision? Vous ne le regretterez pas? Vous savez, je n'ai jamais rencontré de cheveux aussi épais et beaux de toute ma carrière. » Eh bien, si elle le voulait vraiment. La pauvre fille ne cachait même pas que la décision n'était pas la sienne. « Arrêtez de parler, faites comment ça s'appelle, un carré, exigea Steven. Betty se recroquevilla sur elle-même,
Son coup de cygne parut soudain court et elle se voûta. Betty ne fit que jeter un coup d'œil à Steven et hocha la tête comme un lapin observant un boa constricteur. « Très bien, entrez, asseyez-vous. Laissez-moi examiner la structure de vos cheveux, la coupe n'en sera que meilleure. Et nous vous laverons les cheveux après. » Mia remarqua que Steven ne paraissait confiant qu'à la réception. On lui offrit du thé et on lui suggéra de regarder la télévision, mais il ne voulait pas laisser sa fiancée sans surveillance. Il jetait des regards autour de lui, visiblement effrayé par quelque chose. Mia ne comprenait pas pourquoi, mais son intuition lui disait de gagner du temps. Elle n'était pas pressée de commencer la coupe. Sa cliente avait l'air si malheureuse et effrayée. « Avez-vous utilisé des produits capillaires? Vos boucles sont vraiment magnifiques. » Mia tenta d'encourager la jeune fille. Elle hocha simplement la tête nerveusement et soudain, Betty toucha la partie inférieure de son visage, près de son lobe d'oreille, qui était caché sous ses cheveux. Profitant du fait que le fiancé était distrait par une conversation téléphonique, Betty souleva les mèches de cheveux qui couvraient cette partie de sa peau. « Appelez la police », les mots étaient écrits au crayon eyeliner. Mia réussit à lire ces deux mots juste à temps. Steven détourna les yeux de sa conversation téléphonique et Betty remit rapidement ses cheveux en place. « Je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'on traîne, hein ?» demanda le fiancé de la pauvre fille d'un ton provocateur. « Nous avons déjà déterminé la structure des cheveux, maintenant nous allons les laver, répondit calmement Mia. « Dépêchez-vous, j'ai beaucoup à faire aujourd'hui, grommela Steven. » Le bac pour laver les cheveux se trouvait à l'arrière du salon, alors Mia augmenta le volume de la télévision et dit doucement à la femme en commençant à lui laver les cheveux, « J'ai vu le mot appeler. » « Oui, oui, répondit la cliente avec enthousiasme, assez fort pour que Steven le remarque. La jeune fille s'en aperçut et ajouta, « Utilisons aussi de l'après-shampoing, ça rendra les cheveux plus doux. » Steven crut qu'elle discutait simplement de futilité féminine et retourna à sa conversation téléphonique. « Très bien, je vais chercher l'après-shampoing, ne vous inquiétez pas, c'est inclus dans le prix. » Avec cette excuse, Mia se rendit dans l'arrière-salle et appela la police. Tout allait bien. Mia fit semblant qu'il s'agissait de la bouteille d'après-shampoing, mais Betty comprit parfaitement ce qui se passait. À partir de là, Mia décida de continuer à gagner du temps. Elle ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, mais elle savait que Betty était en danger et il était clair que la jeune fille ne voulait pas perdre ses cheveux. « Ce masque vous irait très bien. Il faut juste le laisser poser 15 minutes, sinon ça ne marchera pas. » Mia lavait les cheveux de la dame depuis 20 minutes quand Steven entendit qu'il devrait attendre plus longtemps. Il fut outré. « Pourquoi faites-vous traîner les choses? Je ne vais pas payer pour toutes ces procédures supplémentaires. Je ne paierai que ce sur quoi nous nous étions mis d'accord quand j'ai pris le rendez-vous. Bien sûr, je n'avais pas l'intention de demander un paiement supplémentaire, mais si votre fiancé aime les faits, tout cela peut être acheté séparément. » Mia décida que si elle jouait le rôle d'une coiffeuse cupide, cela paraîtrait naturel et ne soulèverait pas de soupçons. La publicité et le désir de gagner un peu plus n'étaient guère susceptibles de surprendre même ce Steven. « Très bien, nous attendrons un peu plus longtemps, mais si vous mettez autant de temps à lui couper les cheveux, je choisirai un autre salon et je ne vous paierai rien du tout. » Steven pensait qu'une telle menace ferait agir la styliste lente et cupide. « Écoutez, je suis une spécialiste et je sais que si je lisse et détends un peu les cheveux, le carré sera beaucoup plus beau. Si vous ne me croyez pas, vérifiez vous-même les ingrédients. La coupe sera beaucoup plus nette. » Mia réussit à gagner encore 10 minutes pendant qu'elle expliquait en détail le masque miracle. En fait, elle comprenait que Steven s'en fichait, mais il n'osait pas interrompre la coiffeuse insistante. Apparemment, il avait peur d'éveiller les soupçons. « Nous, les femmes, nous créons la beauté uniquement pour être aimées, n'est-ce pas ?» demanda Mia à Betty sur le ton le plus mielleux. Betty se contenta d'hocher la tête et toussa bizarrement, apparemment de peur. « Je vais apporter de l'eau, dit-elle. » Mia fit semblant que la fontaine à eau était en panne et qu'elle devait aller ailleurs pour en chercher. Cela lui donna quelques minutes de plus. Mia savait très bien qu'une fois la cliente assise sur sa chaise, il serait temps de commencer la coupe. « Versez-la simplement du robinet, s'il vous plaît. » Au final, ma Betty n'est pas une poupée, cria Steven avec impatience. « Et je suis déjà là. » Mia revint avec un verre d'eau. Puis elle commença à peigner et à coiffer les cheveux de la cliente aussi lentement que possible. Si vous voulez que la coupe aille plus vite, il faudrait les sécher un peu avec le sèche-cheveux. En fait, c'était complètement absurde, mais Mia réalisa que Steven ne connaissait rien aux coiffures féminines, ni masculines d'ailleurs. Les sécher? Combien de temps encore, hein? On se croirait dans un royaume endormi ici. Steven commença à se tortiller sur sa chaise, sa patience était clairement à bout.
Betty comprit que la coiffeuse faisait tout son possible pour sauver ses cheveux et se calma un peu. Elle se figea avec un verre d'eau et regarda Mia avec espoir. La seule chose à faire était d'espérer que la police ne s'arrêterait pas juste devant l'entrée principale et que Steven ne ferait de mal à personne. Il pouvait avoir une arme, il tenait sa petite mallette trop nerveusement. Mia entendit le bruit d'une voiture s'arrêtant discrètement à l'entrée de derrière. Pour une raison quelconque, elle se mit à faire claquer bruyamment les outils, comme si elle cherchait les bons ciseaux dans le tiroir, pendant que la police entrait par la porte de derrière, dont Mia avait spécifiquement décrit l'emplacement. Elle l'avait également laissé déverrouiller. Très bien, maintenant nous allons vite faire la coupe. Mia fit claquer les ciseaux dans l'air, à 1 millimètre de la crinière luxueuse de la cliente. Betty tressaillit et se tassa sur la chaise. Les officiers avaient déjà arrêté Steven, qui n'avait même pas eu le temps de se lever. Ils étaient entrés si silencieusement et Steven ne s'y attendait pas. Le soi-disant dur à cuire, le faux fiancé, cessa immédiatement de se donner des airs. Betty raconta à la police qu'elle était en fait une riche héritière. Steven l'avait kidnappée pour couvrir le vol d'argent chez elle et aussi pour extorquer une rançon à ses proches. Merci d'avoir autant retardé les choses, je n'aurais pas survécu à cette coupe de cheveux. Vous ne le croiriez pas, elle la craignait plus que s'il l'avait simplement tuée, avoua Betty. Je suis contente que nous ayons réussi à vous sauver non seulement vous, mais aussi vos cheveux, répondit Mia, éprouvant un sentiment de fierté. La journée n'avait clairement pas été perdue. Mais pourquoi tout cela devait-il arriver? Je veux dire, juste pour vous faire une coupe de cheveux? La coiffeuse était perplexe. C'était le plan de Steven. Un salon pour la coupe, un autre pour la coloration, et ainsi je serais moins visible dans la foule, expliqua Betty. Dans tout ce chaos, Mia oublia qu'elle était censée parler à Rick le soir. Quand elle rentra chez elle, son mari regardait déjà la télévision avec leur fils, l'air mécontent et visiblement très en colère. « Qu'est-ce que tu fabriques au travail » siffla-t-il. « Une huile, hein? Moi, je suis là à travailler dur en voyage d'affaires et toi, tu dansais devant la télé au lieu de préparer le dîner pour ton mari, sachant que ta mère est malade. C'est comme ça que tu m'accueilles » continua Rick. « Mais je ne pouvais pas ne pas aider quelqu'un, répondit Mia. Elle ne voulait pas dire devant Dean que le travail de son mari semblait stérile et que si quelqu'un dans la famille gagnait de l'argent, c'était elle. Maman, est-ce qu'il avait une arme? Tu as eu peur? Le garçon, contrairement à son père, la considérait maintenant comme une héroïne. Maintenant, les gars de ma classe sauront que tu es vraiment la meilleure coiffeuse. Eh bien, pas besoin de se disputer. Mia a bien fait. Nous sommes fiers d'elle, n'est-ce pas Dean? Rebecca, comme d'habitude, joua le rôle de la pacificatrice. Au fait, j'aurais pu être propriétaire d'une entreprise aussi. Offensée par son mari, Mia raconta que Betty, en remerciement de l'avoir sauvée, lui avait proposé de lui acheter son propre salon et de fournir de l'argent pour son développement. Ne me dis pas que tu as été assez stupide pour refuser ça, gronda Rick. Il était endetté jusqu'au cou, mais ni sa femme ni sa mère ne le savaient. Donc, un salon de beauté en possession de la famille ne ferait pas de mal. Bien sûr, Mia ne pouvait pas être d'accord, mais qu'avait-elle fait de si spécial exactement? Elle avait lu un mot, appeler la police. N'importe quelle personne décente aurait fait la même chose. Mia ne comprenait honnêtement pas pourquoi Rick était si en colère. Elle et Betty avaient convenu de sortir ensemble de temps en temps, peut-être même de devenir amies, et il aurait été inapproprié de demander de l'argent pour une si petite chose, même si Betty l'avait proposé elle-même. Regarde-toi, une mauviette qui en fait toute une histoire à nos dépens. As-tu pensé à la famille? Cria Rick avec colère, se levant de table et partant en trombe dans une autre pièce. Maman, pourquoi papa est-il si en colère? Demanda Dean, surpris. Le garçon était habitué aux disputes de ses parents, mais il n'avait jamais vu son père aussi en colère auparavant. Ce n'est rien, nous allons parler et arranger les choses, dit Mia, mentant une fois de plus. Papa s'inquiète juste qu'il puisse m'arriver quelque chose. Que pouvait-elle dire d'autre? Elle ne s'attendait pas à ce que Rick devienne si cupide pour l'argent des autres. Ce soir-là, ils ne se parlèrent pas, bien qu'ils dormissent dans la même pièce. Mais, se tournant le dos, chacun pensait à ses propres affaires. Dean projetait de rencontrer Betty en secret. Non, il n'allait pas aborder le sujet du salon de beauté pour sa mère, il voulait juste la charmer, si possible. Quel mal y avait-il s'il se faisait passer pour un célibataire et flirtait avec elle? Il verrait bien comment les choses évolueraient à partir de là. S'il devait se marier pour devenir riche, il divorcerait de Mia. Dans ce domaine, Rick était plutôt doué, il y avait quelque chose en lui qui rendait les femmes irrésistibles. Peu pouvaient lui résister.
Il avait un instinct pour savoir quel type de femme nécessitait qu'elle approche. Finalement, c'était peut-être mieux ainsi que cette stupide Mia ait refusé, pensa-t-il en lui-même. Ce n'est pas bon pour moi si Betty sympathise avec elle. Qu'elle tombe amoureuse de moi à la place, et je trouverai bien quoi faire de l'argent. Mia était contrariée par son mari. Elle avait traversé tant de choses, mis sa vie en danger, et tout ce que Rick avait remarqué, c'est qu'elle avait raté une occasion de profiter. Était-il comme ça quand ils se sont rencontrés? C'est ce à quoi elle pensait. Ils s'étaient rencontrés il y a 13 ans, et Mia essayait de se souvenir de tout ce qui s'était passé à l'époque. Elle et sa mère vivaient dans une chambre en résidence. Il se trouvait que sa mère était tombée malade et ne pouvait plus gérer le ménage, et elle ne pouvait être soignée qu'en ville. Après beaucoup de difficultés, elles prirent la décision difficile de déménager. Pourtant, Mia en était quelque peu contente, elle venait de rompre avec son fiancé, Charlie. Il était revenu de l'armée avec une autre fille, même s'il lui avait promis depuis la 5e année qu'il l'épouserait. Ce qui faisait le plus mal, c'est qu'il ne s'était pas marié par amour, il n'avait pas épousé n'importe qui, mais la fille d'un riche fermier, une femme capricieuse de 10 ans son aînée, avec 2 jeunes enfants. Pour Mia, c'était une tragédie. Elle ne blâmait pas Charlie, elle savait qu'il avait toujours voulu vivre une belle vie, et avec une mère malade à charge, elle n'était pas exactement le parti idéal. Les rêves de jeunesse étaient terminés. Si ça peut te consoler, je n'aimerai que toi toute ma vie. Si tu veux, nous pouvons nous voir en secret, et je te donnerai même de l'argent, avait dit Charlie juste avant d'épouser quelqu'un d'autre. Avait-il complètement perdu la tête? Mia le gifla et fut même contente de ne pas avoir lié sa vie à la sienne. Comment pouvait-il suggérer une telle chose? Elle l'avait aimé, et il s'était avéré être quelqu'un de pourri à l'intérieur. Elle n'allait pas faire de compromis malsains. Elle venait de déménager en ville, refusant tout soutien financier. À cette époque, elle était une jeune femme qui venait de terminer son école de coiffure et s'entraînait dans un salon pour hommes. Seuls les plus avares viennent ici, dit la collègue de Mia. Ce n'est pas qu'il soit avare, peut-être qu'il habite juste à côté. Mia avait toujours été optimiste, et dans sa prime jeunesse, elle essayait de ne voir que le bon côté des gens. Oui, elle n'avait pas eu de chance avec son premier amour, mais elle croyait qu'elle rencontrerait encore celui qui serait l'amour de sa vie. C'est alors que Rick commença à lui faire la cour. Mia ne pouvait pas dire qu'elle était tombée amoureuse de lui au premier regard, mais ce qui l'avait captivée, c'était à quel point il se souciait de sa mère. Il avait tiré les bonnes ficelles et sa mère avait été opérée. À cette époque, Rick avait 30 ans et connaissait l'apogée de sa carrière. Un ami d'enfance lui avait trouvé un bon travail, et Rick dit à Mia que maintenant il pouvait donner à sa mère tout ce qu'elle méritait. Nous serons parents un jour aussi. J'adorerais que nos enfants nous aiment et nous respectent autant que nous aimons et respectons nos parents. Il devrait y avoir des traditions. Rick parlait si magnifiquement des valeurs familiales que Mia ne réalisa même pas comment elle se mit à rêver de leurs enfants. Je suis si heureuse que tu aies rencontré un homme décent. J'avais peur que tu restes coincé dans cette résidence. Nos voisins sont de bonnes personnes, mais ils ont de mauvaises habitudes, dit sa mère joyeusement. Elle présenta Mia à Rebecca, et les femmes s'entendirent bien. Sa mère rêvait d'assister au mariage de Mia et de tenir ses petits-enfants dans ses bras. Curieusement, c'est le rêve de sa mère qui fit dire oui à Mia lorsque Rick la demanda en mariage, 6 mois seulement après leur rencontre. Elle pensait que sa mère pouvait partir d'un jour à l'autre, l'opération avait prolongé sa vie, mais les médecins ne lui donnaient pas de pronostic très encourageant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mia n'était toujours pas sûre si elle aimait Rick ou s'il était celui dont elle avait rêvé. Son image était quelque peu idéalisée, et elle ne le connaissait pas vraiment bien, mais sa mère était si heureuse du mariage que Mia se sentit la personne la plus heureuse du monde. La mère de Mia ne vécut pas assez longtemps pour rencontrer Dean, mais au moins elle avait été à son mariage. Ce fut la période la plus heureuse. Les années suivantes, Mia traversa beaucoup de choses désagréables. Elle découvrit que son mari avait des affaires non réglées avec une femme d'affaires, et c'était précisément Sarah qui lui avait arrangé le bon travail. Il n'y avait aucun ami qui l'avait aidé. Nous nous sommes juste croisés par hasard dans un hôtel, par vieux souvenir, dit cyniquement Rick lorsque Mia trouva une conversation entre lui et sa maîtresse, qui était aussi sa patronne, sur son téléphone. Comment as-tu pu? Mia voulut le quitter sur le champ, mais elle décida qu'il valait mieux attendre après l'accouchement. À cette époque, elle était enceinte. Son mari n'arrêta pas de voir sa maîtresse. À cause du stress, Mia perdit le bébé. Elle entra alors dans un état de dépression de 2 ans. Elle ne comprenait même pas ce qui lui arrivait. La perte de l'enfant à naître lui rappela soudain que sa mère était partie. Un chagrin ne faisait qu'intensifier l'autre.
Mia allait simplement au travail comme un robot, suivait des cours, et sa belle-mère la soutenait beaucoup. Finalement, Mia se réveilla et décida de divorcer. Mais alors, elle découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. Cela arriva après que son mari lui eut suggéré des vacances de réconciliation. Ils allèrent dans le sud pour rompre, et c'est ainsi que tout se termina. Rick avait un pouvoir inexplicable sur elle, elle était attirée par lui comme un aimant. Elle ne pouvait résister à ses charmes. Non, ce n'était pas de l'amour ou de la passion, c'était simplement qu'il lui disait qu'ils seraient toujours ensemble, et il la serrait forte en le disant. Elle le crut et ne partit pas, voulant être sûre d'autre chose. De plus, sa bonne relation avec sa belle-mère joua un rôle. Quoi qu'on en dise, Rebecca avait en quelque sorte remplacé sa mère. Quand leur fils naquit, pendant les premières années, Rick fut le meilleur père du monde. Il changeait même les couches, sortait avec la poussette, ne reprochait pas à sa femme d'avoir pris un peu de poids et donnait de l'argent pour une nounou. Mais ensuite, c'est comme si la paternité s'était éteinte. Rick se désintéressa de leur fils à partir de l'âge de 4 ans. Dean devint simplement une chose quotidienne. Parfois, Rick interagissait avec l'enfant, mais cela semblait forcé, comme si la nouveauté s'était estompée. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu aimais tellement Dean avant ?» demandait Mia. « Rien, juste des problèmes au travail. Tout ira mieux bientôt », promettait Rick. Et Mia attendait. Elle ne pouvait pas croire que leur bonheur familial, qui avait duré 3 ans entiers, avait soudainement disparu. Mais c'est exactement ce qui arriva. Le père attentionné avait disparu, et le mari prévenant aussi. Soudain, Mia se retrouva avec un homme indifférent et cupide qui vivait sa propre vie. Occasionnellement, Rick redevenait comme avant. Il y avait des moments de tendresse envers sa femme et d'attention envers son fils, mais ils devenaient plus rares. Même avec sa mère, il communiquait maintenant à contre-cœur, comme si c'était une corvée désagréable. Puis Mia découvrit que son mari avait continué à voir sa patronne et n'avait pas rompu avec elle comme il l'avait prétendu plus tôt. Il y en avait d'autres aussi, et c'étaient toutes des femmes qui lui apportaient un avantage quelconque. Certaines l'aidaient à nouer des relations, d'autres à gagner de l'argent, et un troisième groupe couvrait ses erreurs et le fait qu'il se dérobait au travail. Pour couronner le tout, son premier petit ami du passé refit surface. Charlie l'attendait simplement devant son travail. Quelqu'un du village lui avait tuyauté son adresse. « Je comprends tout maintenant. J'ai besoin d'être avec toi. »« Quitte-le », proposa Charlie, allant même jusqu'à se mettre à genoux. Cela avait l'air plutôt dramatique, surtout qu'il pleuvait et que Charlie n'avait pas oublié de placer un sac sous le genou qui devait toucher le trottoir. « Mais je ne t'aime plus et j'ai un fils avec quelqu'un d'autre. Je suis mariée. » Mia était si confuse, et ses collègues ricanaient derrière la vitre en la montrant du doigt. Elle avait du mal à penser clairement. Puis, de derrière le rideau de pluie, une femme rousse et bruyante émergea avec un cri « Traître !». Elle attrapa Charlie par le col comme un chat coupable, le jeta dans sa voiture et ignora complètement Mia. C'était sa femme. Il n'avait pas divorcé d'elle, comme Mia l'apprendrait plus tard de ses cris. Charlie avait voulu obtenir l'approbation de Mia d'abord, et seulement ensuite dire à sa femme qu'il la quittait. Il ne se montra plus jamais. Mais d'une manière ou d'une autre, son mari découvrit cette histoire. Rick savait parfaitement que sa femme ne l'avait pas trompé, mais cela n'arrêta pas les scandales. « C'est pour ça que tu m'accuses toujours de tricherie, tu as quelque chose à cacher. » Son mari fit même un test génétique plusieurs fois, s'assurant que Dean était son fils, ce qui le calma un peu. Mais à partir de ce moment-là, chaque fois que Mia osait mentionner ses sorties tardives, Rick ramenait cette histoire sur le tapis et la tordait de manière à ce qu'il semble qu'il lui pardonnait, comme s'ils étaient également fautifs ou quelque chose comme ça. Puis Rebecca laissa accidentellement échapper à leur fils que Mia était spéciale pour le directeur, et Rick prétendit qu'il s'y attendait depuis le début. « Tu faisais semblant d'être toute innocente et douce, mais j'ai toujours su que c'était toi qui causais des problèmes, » dit Rick. « Tu sais quoi, si tu continues comme ça, je vais vraiment te quitter. Tu sais que je ne suis pas comme ça, et depuis que nous sommes mariés, je n'ai pas été avec d'autres hommes, » protesta finalement Mia. À sa surprise, Rick grogna simplement et dit d'un ton dérangeant de calme. « Si c'était le cas, je t'aurais simplement tué. » Puis son mari dit plusieurs fois de plus que si elle le quittait, il ne serait pas responsable de ce qui arriverait, et il tordit même les choses pour dire que Mia prouverait son infidélité en partant, mais que Rick la retrouverait, elle et leur fils, et qu'alors elle ne serait pas heureuse. Son mari devint de plus en plus agressif, cassant la vaisselle, jetant des objets, et la violence psychologique devint si constante que Mia cessa d'y prêter attention. Il commença à la traiter de laide, stupide, sans valeur, et récemment même de primate. Tout cela était présenté comme une sorte de blague, mais la méchanceté déguisée en ironie était bien réelle.
Si je ne suis pas nécessaire, pourquoi tout cela arrive-t-il? Lui demanda une fois Mia. Tu es la mère de mon fils, et au fait, ne pense pas que je ne suis pas au courant de cette trahison. Il lui jeta un paquet de contraceptifs en plein visage. Quelle trahison? Comment te comportes-tu? Pensais-tu vraiment que je voudrais avoir un autre enfant avec toi? Mia éclata même en sanglots alors. Oh, tu as choisi quelqu'un de mieux. Eh bien, vas-y, essaie et vois ce qui se passe. Son mari la poussa sur le lit. Ce n'était pas très douloureux, mais c'était humiliant, et elle comprit clairement que tout ne ferait qu'empirer à partir de là. C'est à ce moment-là que la décision lui vint. Elle n'allait plus rien discuter avec Rick ou sa belle-mère, mais elle voulait plutôt économiser de l'argent et partir loin, puis divorcer là-bas. Mia garda le silence et avait très peur de se trahir. Elle ne savait pas comment son mari réagirait s'il soupçonnait quelque chose, et elle prévoyait de lui dire la vérité sur la rupture par téléphone. Elle prit un peu d'argent de Betty en récompense, mais n'allait pas en parler à son mari. Bientôt, elle prévoyait de louer un appartement, mais pour l'instant, elle était allongée, le dos contre le mur, le visage détourné de l'homme qui l'avait trahi tant de fois et qui commençait maintenant à l'intimider. Mais elle n'allait pas le laisser l'écraser. Environ un mois passa. Mia devint amie avec Betty et ne put s'empêcher de remarquer que sa nouvelle amie avait ajouté des talons et une robe à fleurs à sa garde-robe. Betty rêvassait toujours et avait l'air incroyablement heureuse. On dirait que tu t'es remise de ta situation avec Steven, dit Mia. Oh, ne fais pas attention à moi. Je ne lui aurais jamais prêté attention s'il n'avait pas été mon premier amour à l'école. Qui aurait cru qu'il deviendrait comme ça? Betty expliqua qu'elle avait maintenant un prétendant. L'homme était beaucoup plus âgé, mais elle n'avait jamais vu une telle tendresse et de tels soins de la part de personne auparavant. Et imagine, il était célibataire et riche. Oh, crois-moi, vivre avec un homme plus âgé que toi n'est pas facile. Mon mari a plus de 40 ans et nous sommes devenus comme des étrangers. Et tu es plus jeune que moi, que pourrais-tu vouloir d'un homme comme ça? Oui, je comprends, au début, c'est comme un mentor qui fait preuve d'attention. Mais ensuite tu te retrouves seul avec un homme ordinaire qui veut constamment te rééduquer et pense qu'il en a le droit, soupira Mia. Elle ne parlait généralement pas beaucoup de sa vie personnelle, mais cette fois, elle laissa échapper quelque chose sans même s'en rendre compte. Eh bien, la vie de personne n'est parfaite. Je pense que si tu avais épousé quelqu'un de ton âge, ça n'aurait probablement pas été mieux. Admel, aimes-tu ton mari? Sinon, pourquoi vivrais-tu avec lui? Et tu as un fils, c'est ça le bonheur, répondit Betty. Je ne veux pas parler de ma vie personnelle. Nous traversons une période difficile, mais souviens-toi, la sagesse ne vient pas toujours avec l'âge. Parfois, elle ne vient qu'avec l'âge, soupira Mia. D'accord, ne nous disputons pas. Je suis amoureuse et je suis heureuse. Je vais être honnête, je suis prête à l'épouser, et chacun a ses propres expériences. Betty était un peu agacée par son amie, comme si Mia était jalouse, alors Mia décida qu'il était stupide de donner des conseils quand on ne lui en avait pas demandé. Elle devait d'abord régler sa propre vie. Désolé, j'ai vraiment dépassé les bornes. Montre-moi ton futur mari et je promets que je ne dirai que des choses gentilles. Mia voulait se réconcilier avec Betty. Oh, facilement. Il est magnifique, grand, robuste, accepta Betty. Elle fouilla dans son téléphone et trouva rapidement une photo d'elle enlaçant son élu. Voici un selfie récent. Mia se figea. C'est mon Rick. Elle renversa sa tasse de café chaud posée sur la table avec son coude, et la douleur la ramena brutalement à la réalité. Elle comprit que ce n'était pas seulement son imagination, l'homme sur la photo était réellement son mari. Ah, alors il fait comme d'habitude. C'est pour ça qu'il a écouté si attentivement mon histoire et posé des questions sur tout, se dit-elle. Je ne comprends pas, es-tu folle? S'exclama Betty en lui tendant une lingette humide. Mais le pull beige taché de café était irrécupérable, tout comme sa foi que Rick pourrait un jour se comporter comme un homme décent. C'est mon mari, et il semble qu'il ait décidé de faire de toi une maîtresse riche. Il a toujours fait ça, et à cause de ça, je voulais le quitter, dit Mia. Enfin, pas seulement pour cette raison, il y en avait d'autres, ajouta-t-elle. Pourquoi n'as-tu rien dit avant? Betty attrapa le téléphone et se mit à hurler dedans qu'elle parlait à sa femme. Oh, vraiment? Je mets le haut-parleur, dit finalement Betty. Il a dit que tu ne voulais que de l'argent de ma part. Qu'elle ne mente pas, Mia sait que je romps avec elle, c'est pourquoi elle a décidé de ruiner ma nouvelle relation. Ne la crois pas, je t'aime, mentit Rick sur le champ. Il ajouta quelque chose sur le fait que Mia avait juste peur d'être sans son soutien financier. Mia essaya d'objecter et de protester, mais Betty ne la crut pas, et Rick dit simplement froidement que l'affaire était réglée et que Mia pouvait partir.
Il avait choisi Betty, puis il raccrocha. Alors tu voulais me monter la tête? Tu aurais pu juste dire que c'était ton ex, dit Betty méchamment à la fin. Mais je ne l'ai pas fait, commença à expliquer Mia, mais elle n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit avant que Betty ne se précipite hors du café en criant qu'elle se battrait pour son bonheur et que Mia ne pourrait pas calomnier l'homme de ses rêves. Peut-être que c'est mieux ainsi. Si Rick part de lui-même, alors il ne cherchera pas à se venger de moi. Betty était juste pitoyable. Avec ses pensées, Mia rentra chez elle. Elle prévint sa belle-mère qu'elle et son fils devraient quitter son mari, il en avait décidé ainsi et elle ne pouvait rien y faire. Rebecca fut très compatissante, mais elle ne pouvait pas aider et répéta simplement plusieurs fois qu'il fallait attendre jusqu'au dernier moment, car une fois la famille brisée, il serait impossible de la reconstituer. « Mère, ne me donnez pas de conseils, je suis une adulte maintenant, dit Mia. Je vais vivre avec Betty pour l'instant, chez elle. Mais dans un mois, je ne veux plus que Mia soit ici, dit Rick. Et Dean? Demanda Rebecca, inquiète. Il vivra avec sa mère. Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier, dit Rick. Puis il se tourna vers Mia et ajouta, ne compte pas sur une pension alimentaire. Je sais comment dissimuler mes revenus. Mais comment peux-tu faire ça? C'est inhumain. Vous viviez si bien ensemble, continua de se lamenter Rebecca. Exactement, nous vivions comme ça avant, mais maintenant Mia n'est plus rien pour moi, alors elle peut partir, siffla Rick. Les 2 semaines suivantes ne firent qu'empirer la situation. Patrick lui tendit une épaisse enveloppe et dit, « Mia, tu sais à quel point je t'apprécie, mais des gens très puissants insistent pour que je te licencie. C'est pour le moment. J'espère que la situation se calmera et que tu pourras revenir dans notre salon. Appelle-moi quand tu veux, tu sais à quel point je t'apprécie. Je suis désolé encore. Et qui vous demande de me licencier ?» Mia ne fut pas surprise de découvrir que Betty actionnait tous les leviers possibles pour lui mettre la pression. « Ne dis à personne que je te l'ai dit. On m'a demandé de garder le secret, mais je pense qu'il est important que tu comprennes qu'il sera difficile de trouver un emploi dans un autre salon, rougit Patrick. Et pourquoi ai-je aidé cette personne? Maintenant, je divorce comme toi et je ne trouve même pas de travail. Les voisins de la résidence ont provoqué un incendie et maintenant il faut des réparations. Où vais-je trouver de l'argent? Mia ne comprenait même pas pourquoi elle racontait tout cela à Patrick. Tu sais quoi? Je vais t'aider. Tu pourrais juste louer un appartement puisque tu divorces. Je peux dire que j'ai des sentiments pour toi, commença à dire Patrick timidement, expliquant que ses sentiments avaient dépassé l'amitié. Patrick, avec tout le respect que je vous dois, vous plaisantez? Ce n'est pas la meilleure façon de me calmer. Mia pensait qu'il essayait de la réconforter de cette étrange manière, comme pour dire que tout n'était pas perdu et qu'elle était appréciée. Je ne suis pas. Patrick marmonna quelque chose, commençant même à bégayer de nervosité, mais Mia s'était déjà précipitée hors du salon, se sentant comme échaudée. C'est alors seulement qu'il réalisa que oui, il avait choisi le mauvais moment et le mauvais endroit pour exprimer ses sentiments, qui se transformaient rapidement en quelque chose de plus. Comment vivez-vous ici? Sa belle-mère, malgré son fauteuil roulant, venait toujours rendre visite à son petit-fils et à sa presque ex-belle-fille, apportant des cadeaux. Nous essayons de ne pas nous plaindre, dit Mia. Elle reçoit des clientes à la maison, et Patrick l'aide, lui envoyant quelques personnes. Le propriétaire, cependant, n'est pas trop content de mes revenus et il a augmenté le loyer, donc c'est un peu difficile de joindre les deux bouts. Cette conversation eut lieu entre Rebecca et Mia environ un mois plus tard. Mia avait demandé le divorce, Rick avait une liaison avec Betty, et Rebecca essayait de naviguer entre deux feux sans perdre son petit-fils dans le processus. C'est difficile pour moi aussi. Avant, on m'aidait, mais maintenant il n'y a personne pour surveiller les choses. Rick ne rentre pas à la maison, mais je n'abandonne pas, dit sa belle-mère. Elle avait commencé à faire des exercices thérapeutiques et maintenant elle pouvait parfois marcher un peu dans la pièce. Mais bien sûr, il était encore trop tôt pour parler de quelque chose de vraiment bien. Je t'ai apporté un peu d'argent. Désolé, mais c'est tout ce que j'ai pu réunir. Rebecca tendit quelques milliers de billets, l'air coupable. Non, non, je ne prendrai rien de vous. Vous ne savez même pas à quoi vous attendre de la part de votre fils. Mia fut encore plus touchée par la vue de la femme impuissante qui essayait sincèrement d'alléger ses fardeaux. S'il te plaît, ne te vexe pas. Tu sais, je voulais parler à mon fils. J'ai essayé de le convaincre de te laisser vivre à la maison. Il ne se montre pas de toute façon et il ne répond pas à son téléphone. Alors j'ai contacté Betty. Elle m'a envoyé un taxi spécial pour moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Rebecca raconta que Betty lui avait suggéré d'attendre son fils dans la chambre où il vivait maintenant,
et elle avait remarqué un paquet de médicaments prescrits par un psychothérapeute après le départ de son mari. Tu comprends, ce sont des médicaments très forts, une personne cesse de s'inquiéter, devient comme un enfant. J'ai soupçonné quelque chose en parlant à Betty. Je pense que mon fils lui donne ce médicament. Il a pris ce qui restait des miens et a eu cette idée. Il doit avoir décidé de rembourser ses dettes. Attends, mais Rick ne va pas bien? Mia ne comprenait pas. Pas du tout. Ça commence à se savoir. Certaines personnes le cherchent. Ils ont menacé de devoir vendre notre appartement ou quelque chose lui arriverait. Mais même si nous vendons l'appartement, ce ne sera pas suffisant. Il a beaucoup trop de dettes. Et Rebecca ne put retenir ses larmes. Mia avait du mal à donner un sens aux phrases entrecoupées de sanglots. Il semblait que Rick avait d'énormes problèmes financiers et qu'il avait maintenant convaincu Betty de le nommer directeur de la société dont elle avait hérité. Lui-même avait mélangé des médicaments à sa nourriture, la faisant croire lentement qu'elle était incapable et devrait lui céder entièrement le contrôle. Attendez, avez-vous vraiment entendu qu'il veut mettre Betty dans un hôpital psychiatrique? Mia fut surprise. Elle savait bien sûr que son ex-mari était une personne vile, mais elle ne pensait pas que les choses étaient allées aussi loin. Oui, il en a discuté avec ses connaissances, confirma Rebecca. Je pensais ne pas avoir entendu, et il allait faire authentifier par notaire le droit de gérer les affaires de Betty. Et l'avez-vous dit à quelqu'un? Mia avait peur. Si tout cela était vrai, Betty était dans une situation encore pire qu'elle. Elle ressentait de la compassion. J'ai essayé, mais Betty est convaincue que Rick prend juste soin d'elle. Elle a dit que sans lui, tout se serait effondré maintenant, et avec lui, elle se sent en sécurité, comme derrière un mur de pierre. La malheureuse mère d'un escroc haussa les épaules. C'est pourquoi j'ai décidé de te consulter, conclut Rebecca. À ce moment-là, le tableau complet apparut à Mia. La pauvre belle-mère essayait de les sauver toutes les deux, elle et Betty, de son propre fils, mais ne savait pas comment faire et avait terriblement peur de mourir avant d'avoir pu prendre des mesures efficaces. C'est pourquoi elle était venue voir Mia. Voilà le truc, je vais me tourner vers mon ancien patron, Patrick. Vous soupçonniez qu'il était amoureux de moi, et il semble que ce soit le cas, mais ce n'est pas le problème pour l'instant. Le fait est qu'il connaît Betty, son père était ami avec le père de Betty, alors peut-être essaiera-t-il de la convaincre de faire des tests, dit Mia. Je ne suis pas contre le fait que tu construises ta vie personnelle en ce moment. Je ne voudrais pas que tu retournes avec mon Rick. Rebecca était contente qu'une solution semble avoir été trouvée. Pendant le temps où elle avait vécu seule, Mia avait réalisé qu'on pouvait faire confiance à Patrick. De plus, elle avait commencé à l'apprécier aussi. Elle était sûre qu'il l'aiderait et qu'on pouvait lui faire confiance. Betty était en effet devenue un peu étrange. J'essaierai de la persuader de faire les tests, en prétendant qu'elle pourrait avoir de l'anémie comme son père. Nous ne devrions pas mentionner Rick tout de suite, je pense qu'elle n'est pas prête pour cette information. Patrick accepta d'aider. Betty fut hospitalisée, on lui administra une perfusion reconstituante et bientôt elle commença à penser plus clairement. C'est alors que Mia lui expliqua pourquoi il y avait des substances étranges dans son sang, partageant ce qu'elle avait entendu de Rebecca. « Est-ce vrai ?» demanda Betty, complètement déconcertée. Rick n'arrêtait pas de me dire de revenir vite, il disait que les gens pourraient deviner, tu sais, que je suis folle. Peut-être devrais-tu installer une caméra cachée quand tu rentreras chez toi. Comme ça, tu n'auras pas à me croire sur parole. Et nous avons aussi besoin de quelqu'un de confiance que Rick ne connaît pas personnellement, juste au cas où, ajouta Mia. Elle expliqua que dans les dernières années de leur mariage, son ex-mari avait commencé à la menacer. Qui sait de quoi il est vraiment capable? Je connais quelqu'un, Ben, dit Betty. Quand j'étais à la clinique, un sans-abri est entré. Il avait besoin de médicaments chers qui n'étaient pas couverts par les soins gratuits. J'ai payé son traitement et c'est comme ça que nous sommes devenus amis. Oh, c'est le type aux cheveux bouclés et châtain clair? Très agréable, intelligent. Je n'aurais jamais deviné qu'il était sans abri. Mia avait déjà vu Ben, propre et changé, et Betty expliqua qu'après le décès de sa mère, ses proches l'avaient mis à la porte de chez lui. Sa mère l'avait abandonné et n'avait pas réussi à organiser l'héritage. C'est ainsi qu'il s'était retrouvé dans une telle situation. Sa vraie sœur l'avait découvert et l'avait mis à la porte. Peut-être pouvons-nous prouver le lien de parenté. Je veux l'aider. Betty parla longuement de Ben, et Mia revit une fois de plus la jeune femme au grand cœur, bien qu'un peu impulsive, qu'elle avait été autrefois. Mia lui pardonna complètement, avant même que Betty elle-même ne le demande. Ben accepta d'aider sans hésitation. Il la regardait comme un roi regarde une reine, et Mia comprit immédiatement, il était profondément amoureux d'elle.
Betty, en revanche, l'appréciait simplement pour l'instant et espérait ne pas briser le cœur de ce sans-abri. Betty, tu ne m'écoutes jamais, mais au moins crois-moi ici, Ben est amoureux de toi. Sois prudente avec lui, avertit Mia. Mais il a 5 ans de moins que moi, il a à peine 20 ans, commença à argumenter Betty, mais ensuite elle s'arrêta, pensant, eh bien, si tu es toujours aussi têtu, alors tout va bien avec toi. Mia se réjouit. L'important était que Betty la croie et qu'elle se soit réconciliée. Betty agit de manière pragmatique et engagea plus de personnes d'une agence de détectives qui rassemblèrent les preuves nécessaires pour la police. Pendant ce temps, Ben joua soigneusement le rôle de l'assistant. Ainsi, lorsque la police arriva et que Rick, outré, tenta d'attaquer Betty après la révélation, Ben encaissa le coup d'un couteau de table. Dans un accès de rage, Rick tenta d'atteindre Betty, mais elle ne fut même pas touchée, tandis que Ben se retrouva de nouveau à l'hôpital. Bien que ce ne fût qu'un couteau de table, il était aiguisé après tout, il l'utilisait pour couper des steaks. « Je suis content d'avoir pu être utile, mais c'est dommage que nous ne nous revoyions plus, dit Ben. Il informa Mia que la police lui avait offert une place chez eux, il le considérait capable et perspicace, et il pourrait vivre en résidence. Mon ami a dit que tu étais amoureux de moi. Betty fit la moue d'un air faussement offensé. Elle avait commencé à penser à avoir ce jeune homme doux, gentil, mais décidé et beau à ses côtés pour le reste de sa vie. Oh, désolé, c'était moi. Ne pense pas que je suis une femme riche qui pense que tout le monde devrait l'adorer. C'est juste, enfin, oublie ça. Nous, les femmes, pouvons parfois rêver. C'était stupide. Betty rougit. Elle se détestait d'avoir l'air d'une idiote. À peine rompue avec un escroc, elle tombait immédiatement amoureuse d'un autre, un sans-abri. Oui, c'était une obsession, et ça, c'est réel, mais ça semblait toujours stupide. On ne peut pas l'expliquer. Betty tenta de sortir en courant de la chambre où se trouvait Ben. Attends, ton ami a raison. Honnêtement, je t'attendrai toujours, même pour le reste de ma vie. Tu sais, je t'ai vu en rêve, lui dit Ben. Il expliqua que depuis son enfance, il rêvait d'une femme aux cheveux bouclés et luxueux, se tenant à côté de lui dans une robe blanche, l'embrassant sur les lèvres, et des ailes lui poussaient. Et puis quoi ? Demanda Betty avec espoir et éclata en sanglots. Ben comprit que ce rêve inaccessible pouvait enfin être étreint, et il la serra contre lui. Nous avons eu une fille et nous étions heureux. Le rêve de Ben se réalisa exactement 1 an plus tard. Betty l'épousa et devint une philanthrope bien connue, aidant à payer les traitements médicaux de ceux qui ne pouvaient pas se les offrir. Elle commença par payer l'opération coûteuse de Rebecca, mais bien sûr, pas pour Rick. Il fut envoyé en prison pour fraude, car trop de femmes avaient rassemblé des preuves contre lui pour ses agissements sans scrupules. « C'est pour toi et pour Dean, dit Betty à son amie. Elle était heureuse que la vieille dame se soit enfin rétablie. 1 mois plus tard, Mia partagea la joyeuse nouvelle avec Betty. Elle épousait Patrick, et Rebecca était la plus heureuse pour elle. Peux-tu imaginer, Dean aura un petit frère ou une petite sœur. Attends, quand as-tu découvert ça ? Il s'avéra que leurs 2 amis devaient accoucher à peu près en même temps. Et je ne suis pas égoïste, j'attends une fille, dit Betty, comme Ben l'avait prédit. Betty voulait vraiment devenir mère, et attend. Chloé naquit, puis Thomas. Si vous avez apprécié l'histoire, merci de me soutenir avec un pouce en l'air. C'est une action simple pour vous, mais cela signifie beaucoup pour moi. Merci d'avance et tout le meilleur.